Je vais peut-être commencer par me présenter, le temps de meubler et permettre aux autres de se connecter. Donc, je suis Amadou Tidiane Diawara. Je suis consultant en cybersécurité. J'interviens donc dans les organisations publiques et privées dans le cadre des travaux de conformité principalement. Donc, j'accompagne typiquement un client, un assureur, dans sa stratégie de conformité à différents règlements et cadres normatifs européens, notamment le règlement DORA et la directive NIS 1 et NIS 2. Et je suis cofondateur de Cybercafé. Donc, très heureux de vous recevoir, très heureux d'animer cette 35e session de live audio LinkedIn. Donc, ce sont les sessions de 30 minutes qui sont organisées par Cybercafé. Donc, pour ceux qui assistent à la première session, donc Cybercafé, c'est le média qui réunit la communauté de professionnels et de passionnés du numérique. Donc, on se réunit tous les samedis. Donc, ça fait 35 samedis qu'on se réunit. L'idée, c'est de partager et apprendre autour de diverses problématiques liées au numérique. Donc, ce sont des sessions de 30 minutes, donc vous pourrez interagir. Je vois qu'il y a des personnes je crois, qui ont assisté peut-être à 20 sessions sur les 35. Et on est très heureux de vous recevoir encore à nouveau. Donc, pour cette 35e session, nous sommes très, très heureux de recevoir Harold, avec qui nous évoquerons le thème du jour, à savoir le big data au service de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on est tous au fait que je crois que ce sera difficile de faire l'intelligence artificielle sans le big data, mais je pense que Harold pourra nous en dire plus tout à l'heure. Donc, nous verrons ensemble déjà c'est quoi le big data pour ceux qui ne sont pas du métier. Typiquement, moi qui suis de la cybersécurité, comment est-ce que ça fonctionne, quels sont les outils, c'est quoi le métier d'architecte big data, je crois que c'est le métier qu'il exerce aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, donc je poserai des questions à notre invité, donc à Harold d'aujourd'hui. Dans un second temps, vous aurez la possibilité d'activer vos micros, de poser vos questions et apporter également vos analyses sur le sujet si vous le souhaitez. Donc, je rappelle que ces sessions sont de 30 minutes. Ces sessions sont enregistrées et disponibles sur notre chaîne YouTube Cybercafé. Donc, rebonjour encore à toi, Harold. Je pense on pourra démarrer dans les temps, comme je dis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, très heureux de te recevoir. Moi de même, Je vais déjà te laisser te présenter. Donc, te présenter rapidement qui tu es et ce que tu fais. ça marche. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Le son est bon? Moi, je t'entends très bien. Je pense que les autres, Ça je sais marche, pas c'est si, parfait. je sais pas si vous l'entendez aussi, mais normalement, ouais, Ok. je comprends. Je m'appelle Harold Almeida, je suis actuellement architecte Big Data, architecte Cloud AWS. À l'origine, j'ai une formation d'ingénieur en génie électrique avec une dominante architecture et sécurité des réseaux. Et après ça, je suis rentré au Bénin où j'ai travaillé dans différents domaines, que ce soit les GSM, où j'ai fait du dev en Java, du développement d'applications d'applications à valeur ajoutée sur les SMS et autres. Ensuite, j'ai fait du support aux utilisateurs, j'ai fait de l'administration système, du déploiement de solutions de TOIP et de call center chez un autre opérateur et j'ai fait aussi de l'enseignement. Alors, après, je suis monté une petite boîte au Bénin qui, dans le cadre de cette boîte-là, justement, qui était basée exclusivement sur le logiciel libre, c'est-à-dire l'intégration, l'administration, le conseil sur les logiciels libres. J'ai fait un master spécialisé à Télécom Sud Paris sur la sécurité, l'architecture, la sécurité des réseaux. Et à l'issue de ce master spécialisé, j'ai intégré un cabinet qui s'appelait Harrismore, où l'objectif était de déployer un cluster maison de big data et de sortir des patterns de sécurité sur ce cluster-là. En fait, ce que les architectes d'entreprise voulaient, c'était que pouvoir aller vers un client et lui dire, OK, on veut vous déployer une solution big data et voilà comment on vous propose de le sécuriser. Et Harrismore a été racheté par un cabinet qui s'appelle Accenture. Accenture n'était plus intéressé par ce volet du projet, donc on m'a reversé dans l'équipe IAM. Mais j'étais toujours dans l'optique de continuer sur la partie Big Data et tout ce qui concernait l'architecture et la sécurité des solutions Big Data. Du coup, j'ai intégré Devoteam, où je suis passé à la Société Générale, où j'ai fait intégrateur Big Data. La Société Générale, j'ai passé chez l'AG2R, où j'ai fait
l'administration des plateformes Big Data, mise en place, upgrade, architecture. Et aujourd'hui, je suis chez Dassault où je fais un peu la même chose avec un niveau un peu plus haut parce que là, aujourd'hui, je suis le référent sur la plateforme Big Data où je discute avec les projets, je leur dis comment venir sur la plateforme et je discute avec les décideurs pour leur dire la meilleure manière d'architecturer et d'organiser la plateforme pour atteindre les objectifs qui se sont fixés. D'accord. Voilà un peu ce que je fais. D'accord. Bah, écoute, parcours très intéressant. Merci. Mm. Déjà, peut-être pour peut-être planter le décor, hein, déjà, qu'est-ce que le big data déjà et comment est-ce que ça fonctionne? Alors, les big data, c'est, comme le nom l'indique, c'est des données massives. Des données massives et il vient du fait que depuis, à l'origine, nous avons des systèmes qui scalaient verticalement, c'est-à-dire que pour pouvoir augmenter la vitesse de traitement et la vitesse et le stockage, il fallait juste ajouter des disques, ajouter des RAM, ajouter des processeurs. Mais ce système atteignait une limite et nous avions aussi de plus en plus de données, de plus en plus de variétés de données. Au départ, on connaissait du SQL, mais aujourd'hui, nous avons de plus en plus de données qui ne répondent pas forcément aux normes SQL. Et il fallait trouver une solution pour gérer tout ça, parce que vu l'augmentation de tout ce qui est IoT, téléphone, bref, tout ce qui nous entoure aujourd'hui génère de la donnée. Et c'est de là qu'est né le Big Data, qui est en fait une plateforme qui va stocker de façon distribuée et qui va traiter de façon distribuée. Donc, dans le Big Data, nous avons deux entités à voir, la partie stockage et la partie traitement. Donc, c'est de là qu'est né le Big Data et c'est comme ça qu'on peut définir le Big Data. Pour répondre aux questions du Big Data, il fallait il y avait la règle des 4 V, vélocité, variété, volume et véracité, je crois. Et c'est dans cette optique-là que les plateformes Big Data ont été créées, dont la plus célèbre qui est la plateforme Hadoop et son système de fichiers HDFS. Hmm, d'accord. Ok. Ça me fait penser peut-être à la prochaine question, mais je pense que tu as parlé de plateforme Adobe déjà. Déjà, j'aimerais bien que tu reviennes peut-être sur les 4 V dont tu as parlé et quels sont les outils aujourd'hui, les compétences essentielles pour les professionnels qui travaillent dans le domaine du big data. Parce Alors, pour que, revenir, oui. en fait, la question, c'est quelle, quelle est la différence avec une grosse base de données? Et après, effectivement, tu as parlé du système distribué. J'aimerais bien aussi que Mhm, tu reviennes peut-être sur ce point mhm. pour qu'on puisse vraiment faire la différence entre, on va dire, une base de données classique et ce qu'on va appeler technologie ou framework. Déjà, c'est quoi? C'est une technologie, c'est un framework, c'est une méthodologie, c'est une manière de travailler. C'est un Donc, peu tout. c'est des outils. Voilà, c'est vraiment D'accord. est-ce que tu peux peut-être revenir peut-être là-dessus, surtout sur les 4 V dont tu parlais tout à l'heure, qui permettent de différencier ce que c'est le big data. OK. Alors, je vais commencer d'abord par les systèmes qu'on utilisait avant, qui étaient les systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Alors, à l'origine, nous avions, quand tu veux installer un Oracle sur un serveur qui doit faire les traitements et il y a une partie stockage et tu veux augmenter la vitesse de calcul, tu augmentes ta RAM et tu augmentes les puissances de ton serveur. Tu es obligé de scaler verticalement. Et c'était des données, on ne pouvait pas à l'époque traiter des images, par exemple. On ne pouvait pas à l'époque traiter des tests qui n'étaient pas formatés. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous avons de plus en plus de ce genre de données, d'images, de sons, de données formatées, de plus en plus de ce genre de données-là. Et ces systèmes Oracle qui existaient avant ne sont plus, euh, ils atteignent une certaine limite. Mais nous avons toujours besoin de puissance de calcul et de capacité de stockage. Quand je prends le cas de Hadoop, il y a la capacité de stockage qui est le système de fichiers qui est HDFS, qui est un système de fichiers distribué, où pour augmenter en fait la capacité de ton stockage, tu ajoutes un data node, un nœud, et tu augmentes ta capacité de stockage et tu augmentes aussi ta capacité de traitement. Tu n'as pas besoin d'avoir des machines qui sont des bêtes de combat, mais des machines raisonnables, mais que tu alignes en plusieurs nœuds, tu augmentes ta capacité de stockage et tu augmentes aussi ta capacité de traitement. Quand on parle de la règle des 3 V, il y a la règle de la variété des données. Comme je vous ai parlé, on reçoit beaucoup de données qui viennent de peu partout, qui sont de plusieurs types qu'il faut savoir gérer. Il y a la vélocité qui est la rapidité de traitement de,
de la donnée parce on a de plus en plus de données et on veut les résultats de plus en plus vite. On a le volume, c'est de grosses données. Avant, on parlait en kilos, en gigaoctets. Là, on parle de plus en plus en téra, voire en pétaoctets. Et il y a une règle aussi qui est la véracité, qui est la qualité par rapport à la qualité de la donnée. Est-ce que c'est une technologie? Est-ce que c'est un framework? Est-ce que c'est une manière de travailler? C'est un peu tout. C'est un peu tout parce que développer sur des plateformes, et les anciennes plateformes, n'est pas la même manière que de développer sur une plateforme distribuée. C'est pas la même manière de réfléchir, c'est pas les mêmes outils, même si le SQL reste toujours là et c'est un outil qui est connu par tout le monde. Et même les outils Big Data essaient d'utiliser du SQL pour, même les bases de données, NoSQL essaient d'utiliser du SQL-like en fait pour interroger les données. C'est un peu tout ça en fait qui fait le Big Data. Les outils du Big Data, tout à l'heure j'ai déjà parlé de la technologie de Hadoop, qui est en même temps une techno, qui est en même temps une solution libre qui existe, mais qui a été, que des plateformes qui sont Cloudera utilisent aujourd'hui, avec différents outils qui ont été développés autour, comme HDFS, vous connaissez déjà, je vous en ai parlé, c'est le système de fichiers en fait basé sur Hadoop, qui est un système de fichiers distribué sur différents data nodes, avec des boîtes de données expliquées en blocs, et ça vous garantit en fait la disponibilité de votre donnée. Il y a Kafka. Kafka, c'est un outil en fait qui va permettre de récupérer en temps réel des données d'un point d'entrée et de les envoyer. C'est un système de gestion de messages, un système de gestion de messages qui va récupérer des données d'un point d'entrée et vous les envoyer en temps réel ou quasi temps réel vers un point de sortie. Ils peuvent les stocker dans HDFS, ils peuvent les envoyer vers d'autres applications qui vont traiter ces données-là. D'accord. Il y a d'autres outils, il y a Spark qui fait du traitement, il y a EMR qui est l'outil de Big Data de AWS, il y a un peu tous ces outils-là. D'accord, d'accord. Bah, je rappelle peut-être pour, pour tout le monde, on est aucunement sponsorisé, donc du moins pour l'instant. Donc voilà, l'idée c'est de partager. Donc merci d'avoir partagé ces outils avec nous. Aujourd'hui, comment le big data, donc déjà, je ne sais pas si tu as ta définition de l'intelligence artificielle parce que je pense qu'il y a plusieurs définitions, du moins pour l'instant. Mais pour ce qu'on veut savoir, c'est déjà comment le big data aujourd'hui a évolué pour devenir un pilier essentiel de l'IA. Alors, avant de venir sur ce point, tout à l'heure, on avait parlé des compétences qu'il fallait pour travailler dans le big data. Alors, j'aimerais faire, je ne vais pas citer tout parce qu'il y a un peu de tout. Il faut avoir, ça dépend du niveau auquel vous êtes. Partie administration système, il faut faire de l'administration système, de l'administration cloud. Partie développement, il faut maîtriser du Python, il faut maîtriser du SQL, il faut maîtriser du R. Et voilà, il y a un peu tout ça. Maintenant, il y a la partie gestion de projet, la partie gouvernance. Il faut avoir des données, des connaissances de gestion de projet, des connaissances concernant tout ce qui est organisationnel, beaucoup moins technique que les parties que j'ai citées plus haut. Alors, comment le big data a évolué pour devenir un pilier de l'IA? Alors, déjà, moi, ma définition de l'IA, c'est tout système informatique qui permet de répondre à des besoins de la façon la plus proche possible de l'humain. C'est ça, moi, la définition que je me donne de l'IA. Et pour qu'un système de ce genre soit fiable, il faut des données de qualité. Quand on veut développer une plateforme d'intelligence artificielle, il y a la partie entraînement. Et pour que cette partie entraînement soit le plus efficace possible, tu dois faire une curiosité à ton système de plus en plus de données et des données fiables, des données propres et des données vraies. Alors, ça veut dire que plus, si tu veux une plateforme d'IA, tu as besoin de données. Et tu as besoin de données massives, plus il y en a, plus ton système sera fiable, sera le plus pertinent possible. D'où l'importance de la donnée aujourd'hui dans tout ce qui est système d'intelligence artificielle. D'accord, ok. Bah, écoute, merci. Je pense que ça fait le lien avec ce que tu évoquais tout à l'heure, la question de la véracité de la donnée. Et même si nous qui sommes en cybersécurité, on aura tendance à te dire que il faut de moins en moins collecter des données parce que il faut garantir la confidentialité
Et et la oui, oui. sécurité de la donnée. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est plus ou moins difficile de faire de l'IA sans données. Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est quels sont les avantages au-delà, effectivement, de la capacité à fournir des services de qualité ou à personnaliser l'information, mais c'est comment aujourd'hui les entreprises peuvent exploiter donc le big data pour optimiser typiquement leur processus et prendre des décisions plus éclairées grâce à l'IA. Alors, je prends un domaine qui est, par exemple, la cybersécurité. Je prends ça comme exemple. Aujourd'hui, il y a Splunk qui a développé un outil qui aide au niveau de la détection des anomalies au niveau des logs. Donc, une plateforme Big Data va te stocker tous tes logs et ton historique de logs. Donc, tes traitements, les data architectes, les data analysts et les data scientists vont traiter ces données-là et faire afficher en fait une vision claire de l'état du système. Et en fonction de ton outil, Splunk, et de ce que Splunk va ingurgiter et qui va traiter, il va analyser par exemple les habitudes, les connexions habituelles, les données, les échanges habituels, et va pouvoir détecter l'inhabituel et pouvoir prévenir par exemple des intrusions ou détecter des intrusions. Pour une entreprise, c'est encore plus important, par exemple, dans le domaine commercial où tu peux générer tu génères des logs, des logs, des données de tes ventes, de tes achats, de tes clients, de tes articles. Mais avec une IA bien paramétrée et bien utilisée, cette IA va parser toutes les données-là, te sortir des habitudes d'utilisation. Et il suffit de donner ta question. Aujourd'hui, il y a des modèles qui te permettent de le faire, qui sont libres. Tu poses juste une question comme un humain, et cette IA-là, si elle est bien utilisée, bien paramétrée, te sort des tendances de ce qui s'est passé, il te permet de prévoir ce qui va se passer dans le futur en fonction des tendances passées. Donc, tout ça, ça revient à la même chose. Une IA, un système de données efficace, avec les données qu'il faut, architecturé comme il faut, traité comme il faut, pour pouvoir permettre à un système d'IA de bien faire son travail. Aujourd'hui, les deux, pour des entreprises et pour des entreprises ou des commerciaux, les deux sont forcément liés, mais ça revient au point de la cybersécurité, il faudra savoir les utiliser. Il faudra savoir les utiliser pour ne pas, pour éviter justement les fuites de données. Mais ça, je pense que ça, tu le maîtrises le sujet puisque bon. Non, non, mais en dehors de la cybersécurité aujourd'hui, toi, en tant Mm qu'expert Big Data, je pense que ça fait quelques années que tu travailles dans ce domaine-là. Et -hmm. avec l'arrivée, bon, même si on n'aime pas trop dire l'arrivée de l'IA, parce que c'est quelque chose qui existe depuis Ouais, quelques depuis un bout de années, temps, ouais. mais aujourd'hui, quels sont les secteurs qui bénéficient le plus de l'utilisation combinée du big data et de l'IA? Parce que tout à l'heure, on a vu un peu pourquoi les deux vont de pair et c'est très Mm important de faire de l'IA sur la base du big data. -hmm. Mais quels sont les secteurs aujourd'hui qui bénéficient le plus et surtout par rapport aux outils que tu as évoqués tout à l'heure? Alors, les secteurs qui bénéficient aujourd'hui le plus du big data, enfin, et de l'IA, ils sont multiples. Il y en a, je dirais, quasiment tous les secteurs. Déjà, au niveau du commerce, de tout ce qui est vente, achat, vente et société du commerce, la gestion de données va vous permettre, comme j'ai dit tout à l'heure, de prévenir, d'anticiper et de savoir comment, quand est-ce que faire des promotions, voilà ce genre de choses. L'informatique aujourd'hui, c'est bon, on l'utilise, on l'a créé, mais on l'utilise aussi parce que ça permet de détecter les intrusions, ça permet il y a pour les développeurs, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides au développement qui sont utilisées au niveau d'outils comme Visual Studio et autres. Au niveau de l'industrie, pour améliorer les process, le big data et l'IA sont de la même manière que le big data est important un peu partout, l'IA va devenir important et incontournable partout. En gros, c'est un peu partout. J'ai appris la dernière fois qu'il y a certaines personnes qui veulent faire voler des avions avec de l'IA. Pour l'instant, c'est en étude, c'est en discussion, mais ça deviendra un outil qui va être présent un peu partout dans notre vie, dans notre quotidien. Tous les grands éditeurs s'en sont saisis. Google a sorti est en train de sortir son IA, Microsoft le fait,
Apple va se développer quelque chose qui va se joindre avec Siri. Ça va être dans notre quotidien de tous les jours, ça va être dans notre travail, ça va être dans notre. J'ai discuté avec un ami qui veut développer quelque chose, il pose la question à ChatGPT qui lui génère son code. C'est magnifique. Ça va être partout. Donc, il n'y a pas de domaine précis, on va dire oui, là, ça va être bon, là, ça va être pas bon. L'IA et le big data vont devenir notre quotidien au fil du temps à différents niveaux, au niveau des utilisateurs et au niveau aussi des clients et autres. D'accord, ok. Avant de passer peut-être la parole à ceux qui souhaitent intervenir, ceux qui souhaitent poser des questions, donc je rappelle que ces sessions de 30 minutes sont enregistrées et disponibles sur notre chaîne YouTube Cybercafé. C'est la 35e session, donc ça fait 35 samedis qu'on se réunit tous les matins, 10 heures heure de Paris, 9 heures GMT, 10 heures heure de Douala. Donc, je vais peut-être te poser une dernière question. Ensuite, ceux qui souhaitent poser une question à notre invité, n'hésitez pas à lever la main pour poser vos questions. Ou si vous souhaitez partager avec nous votre analyse sur le sujet, vous avez juste à lever la main pour partager vos analyses, partager des outils, partager aussi ou répondre à des questions, apporter des éléments de réponse. Je vais peut-être te lancer sur une question. Aujourd'hui, on souhaite de plus en plus personnaliser les services, Mhm. chose qui peut s'entendre. Mais aujourd'hui, quels sont les enjeux éthiques de cybersécurité liés à la fois à l'utilisation de données massives qui sont, je dirais, indispensables, sinon utiles pour l'entraînement des modèles d'IA? Donc, quels sont les enjeux aujourd'hui éthiques et de cybersécurité qui sont liés à ces données-là? Alors là, tu m'entraînes sur le côté un peu gouvernance de la donnée. Et alors, déjà, au niveau de tout ce qui est données, il faudrait faire attention euh, à ces IA à ces données qu'on va mettre dans quelles données on va mettre dans quelle IA. Voilà, je vais y arriver. Je donne juste un exemple. Dans certaines boîtes aujourd'hui à Cotonou, à Cotonou, excuse-moi, je pense au Bénin. Dans certaines boîtes aujourd'hui en France, on n'utilise pas ChatGPT. C'est interdit parce qu'il y a des développeurs, des personnes qui mettent des données dans ChatGPT, qui font des prompts sur ChatGPT pour pouvoir aider dans leur situation. Donc, ça amène la question de quelles données utiliser, quelle IA utiliser. Pour moi, c'est à la fois bien, mais c'est à la fois dangereux si les données sont mal traitées et mal organisées, qu'il n'y a pas d'idée derrière, de gouvernance derrière. Il faudra faire attention à respecter toutes les règles de l'Union européenne et toutes les politiques de gouvernance qui existent déjà aujourd'hui pour ne pas mettre n'importe quelle donnée sur des intelligences artificielles parce que, comme on a dit tout à l'heure, un truc comme ChatGPT va évoluer avec les données qui vont apprendre. Il y a d'autres IA qui vont sortir. Maintenant, comment ça fonctionne derrière, comment ces données-là sont enregistrées, comment elles sont traitées, comment est-ce qu'elles sont sécurisées, on ne le maîtrise pas encore totalement. Donc, il y a des enjeux de fuite de données. Qui dit fuite de données dit perte de confiance par rapport à l'entreprise, perte de moyens, et une obligation d'avoir une charte de gouvernance de la donnée qui va donner un cadre d'utilisation de la donnée et de l'IA pour l'entreprise. Et aussi utiliser des outils de l'entreprise pour les besoins de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est très facile de déployer des solutions d'intelligence artificielle dans une entreprise. Il y a des solutions qui existent. Il y a le modèle Lama qui existe, il y a le modèle libre. J'ai lu la dernière fois qu'un groupe de personnes ont réussi à faire quasiment comme du chat GPT avec Lama, avec moins de $600 d'investissement. Donc, aujourd'hui, c'est des modèles qu'on peut utiliser, qu'on peut déployer en entreprise, mais ça pose toujours le problème de la sécurité. Et pour ça, il faut vraiment des compétences nécessaires pour pouvoir encadrer tout ça et savoir si le modèle qu'on va utiliser, l'outil qu'on va utiliser est fiable et si les données qu'on va insérer dans cet outil-là sont assez anonymisées et, comment dire, oui, anonymisées et lavées de toutes données personnelles pour ne pas qu'il y ait des fuites de données personnelles, des fuites de données d'entreprise vers des endroits qu'on ne souhaite pas. D'accord, ok. Je ne sais pas s'il y a des réglementations précises sur le big data ou sinon on applique les mêmes que celles On liées applique la RGPD. D'accord, ok, ça marche, pas de souci. Donc, écoute, merci Harold. J'ai encore deux, trois dernières questions, mais je ne sais pas s'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions ou sinon partager avec nous leur analyse sur le sujet. Donc, vous avez juste à lever la main pour prendre la parole et poser vos questions.
à vos je vois qu'il y a deux personnes qui souhaitent poser des questions. Attends, je vais donner la parole à M. Dr Hyacinthe. Bonjour docteur, j'espère que vous allez bien. On vous écoute. Allô, Euh, j'espère que vous oui, m'entendez. oui, bonjour. Ok. Bonjour à vous. On, Bonjour on, Ahmed. on, on vous entend très, Bonjour très, Ahmed. je sais pas, on vous entend très faiblement, mais allez-y. J'essaie de parler un peu plus fort. Est-ce que là c'est bon? C'est mieux? Je crois que c'est nettement mieux, ouais, mais allez-y, ouais, Ok. on vous écoute. Ben, je vais essayer. Merci encore à fait Arnold et puis pour la qualité des réponses. Après, moi, je suis un fin défenseur de la protection des données à caractère personnel et on note bien justement que pour que la big data vive, il faut des données, absolument par quelques moyens que ce soit. Et en fait, je souhaite qu'Arnaud nous partage un temps soit peu son expérience hein, justement sur le sujet dans l'entreprise globalement là où il a travaillé. Comment est-ce que s'assurer justement que les données qui sont collectées sont vraiment les données nécessaires en fait. Ah, j'ai bien entendu, hein, voilà, on a parlé de réglementation et tout cela, mais concrètement, qu'est-ce qui a été fait pour qu'on s'assure qu'on ne collecte pas plus que ce dont on a besoin? Voilà. Merci encore, Arnaud. Merci docteur. Je ne sais pas si Harold a entendu la question. Alors, c'était pour savoir si, dans les environnements où j'ai travaillé, quelles sont les mesures qui ont été prises en compte, les mesures qui ont été mises en place pour éviter les fuites de données à caractère personnel. C'est bien ça? Exactement. Et en plus de ça aussi, comment est-ce que vous vous assurez de collecter que ce dont vous avez besoin? Si j'ai bien compris la question, hein. Exemple. Alors, bon, pour tout ce qui est gestion de la donnée en elle-même, il y a des processus d'anonymisation qui sont mis en place par les données. Et dans la majorité des cas, ce qu'il faut, c'est ce qui a été mis en place dans ce que j'ai vu, c'est des données qui doivent être accessibles qu'aux personnes qui en ont besoin. Ce qui fait que n'importe qui ne peut pas accéder à toutes les données. Même en étant dans l'entreprise, nous on était dans un niveau un peu plus haut où on a la capacité d'accéder à ces données-là, mais des systèmes de protection ont été mis en place pour éviter toute fuite. Et il y a eu des poursuites qui ont été mises en place, qui ont été faites par rapport à des personnes qui ont fait peut-être pas fuiter volontairement certaines données, mais chaque ouverture et lecture de données était suivie, était pistée et on pouvait le savoir. Et aussi, je l'ai dit aussi, n'importe qui ne pouvait pas accéder à n'importe quelle donnée et les systèmes de gestion de données étaient vraiment cloisonnés dans un système un peu plus grand qui était géré par la partie sécurité. Et nous ne faisons rien sans avoir accès à la partie sécurité, aux architectes qui nous donnaient les instructions, si bien que les accès aux données étaient contrôlés, les accès à la plateforme étaient contrôlés et les équipes de développement faisaient tout derrière pour désanonymiser les données au maximum, sauf dans le cas bancaire où parfois il y avait besoin pour certaines applications particulières qui étaient sur certains clusters particuliers, assez sécurisés, pour avoir accès à ces données-là. Donc, il y avait vraiment deux ambitions. Il y avait une partie cluster où les données étaient moins sensibles. Il y avait un autre cluster où les données étaient les plus sensibles, où on ne pouvait pas se connecter n'importe comment. Donc, il y avait ces moyens techniques-là et ces moyens organisationnels qui avaient été mis en place. D'accord, Merci ok. beaucoup, Arnaud. Bah, écoute, merci docteur, merci Harold. On va prendre la question de M. Franck Xavier. Ceux qui souhaitent poser des questions, vous avez juste à lever la main. On va prendre la question de M. Franck Xavier. On vous écoute. Ou Ok, sinon, bonjour à tous. oui, Merci bonjour. Amadou, merci Harold pour cette brillante présentation. C'est la première fois que je participe à ça. Je suis ravi. C'est très intéressant. Alors, je vais aller droit au but. Alors, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Vous savez que ce soit pour l'IA, que ce soit pour l'intelligence artificielle, il y a l'enjeu aussi, c'est l'infrastructure. Ça veut dire les ressources doivent être quand même assez poussées pour pouvoir faire tourner toutes ces solutions-là. Du coup, il y a quelque chose que Harold a dit qui m'a beaucoup parlé, c'est la scalabilité du système. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que d'augmenter le nombre de RAM ou la taille du disque dur, on peut mettre des nœuds. Et là, tout de suite, j'ai pensé à la blockchain, qui est peut-être une opportunité pour gérer toutes ces ressources. Alors, ma question, c'est de savoir, déjà, est-ce que côté AWS, il y a déjà des solutions dans ce sens? Ça veut dire que des solutions de stockage distribué,
qu'on peut piloter de bout en bout? Ça, c'est ma première question. Et selon lui, qu'est-ce qu'il pense un peu de l'intégration de la blockchain dans tout cet écosystème Big Data et intelligence artificielle? Donc voilà un peu mes questions. Merci. Alors, du côté, je commence par la première question. Du côté de, si j'ai bien compris, est-ce qu'il existe des solutions Big Data sur des plateformes de cloud du genre AWS? C'est bien ça? Non, des solutions de stockage distribuées en mode Ah oui, distribué. les solutions Mhm. de stockage distribué en mode distribué. Alors, sur AWS, les solutions de stockage en mode distribué, comme on l'entend sur des solutions on-premise, ne sont pas forcément les mêmes. Les solutions de Big Data de AWS se basent sur le stockage S3, qui est un stockage dans le cloud, mais qui garantit quand même une certaine disponibilité et intégrité des données. Ce n'est pas la même chose que quand on est dans du on-premise où tu as ta donnée qui est splittée sur plusieurs blocs. Et S3 est un peu différent de ce système de fichiers-là, mais oui, ça existe sur AWS et CS3. Sur Azure, je ne connais pas trop le nom sur Azure, mais chaque solution de cloud aujourd'hui a cette solution de stockage de données, différents types, et qui garantit quand même la disponibilité de ces données-là. Pour parler de la blockchain, ce n'est pas un sujet que j'ai vraiment fouillé. C'est pas un sujet que j'ai vraiment fouillé, mais ce que je sais de la blockchain, qui, du point de vue sécurité, il doit forcément avoir sa place dans tout ce qui est IA et dans tout ce qui est big data. Mais comment, je ne saurais te le dire parce que c'est pas un sujet qui m'a vraiment intéressé jusqu'à ce jour. Ok, merci beaucoup. D'accord. Bah, écoute, merci Harold. Je sais pas s'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions. Donc, comme je l'ai dit en entrée, ce sont les sessions de 30 minutes qu'on organise tous les samedis. Donc, soyez-en sûrs, la semaine prochaine, on aura une autre session de 30 minutes. Donc, 35 samedis quand on a ces sessions. L'objectif, c'est vraiment, voilà, d'être, je dirais pas couché, mais rester assis, fait d'autres choses à côté, mais écouter sous forme de radio, partager et surtout apprendre sur un sujet lié au numérique. Donc, on a été très heureux de te recevoir. Merci à Franck Xavier et Dr Yassine pour avoir posé des questions. Merci Harold. Avant de te laisser le mot de fin, je veux rappeler aussi que l'objectif de Cybercafé, je pense qu'on a tous déjà une définition de ce que c'est un cybercafé, mais c'est aussi permettre à des personnes qui ne se rencontrent pas forcément de savoir qui fait quoi, dans quoi est-ce qu'il intervient. Donc, typiquement, Harold, il a présenté un peu ce qu'il fait, son parcours, précisé qu'il travaille en tant qu'architecte Big Data aujourd'hui chez Dassault. Vous avez des personnes qui sont dans la session, qui écoutent. Donc, l'idée, c'est vraiment aussi se faire un réseau. Et je le rappelle tout le temps, hein, n'hésitez pas à nous contacter directement si vous souhaitez intervenir ou si vous avez des thèmes pour lesquels vous pensez que vous avez un ami, un frère qui peut intervenir, ou si vous-même vous souhaitez intervenir sur un thème précis, vous avez un thème que vous voulez partager avec nous pour qu'on trouve un intervenant, n'hésitez pas à nous écrire directement. Les sessions sont enregistrées, il n'y a pas de photo, hein, vous n'êtes pas sur l'enregistrement, il y aura juste la photo de Monsieur Harold et ces sessions sont disponibles sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à connecter avec d'autres personnes, à regarder le profil des autres et puis à vous abonner si possible et à partager autour de vous. Merci encore, Harold. Je ne sais pas si tu as un mot de fin, si tu as quelque chose que tu veux rajouter. Sinon, Euh, et ensuite, après, on pourra clôturer la session. Juste vous remercier pour cette invitation et on va. Ça, c'est un plaisir d'y participer, de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et d'anciennes personnes déjà connues. Et si vous voulez continuer à faire des recherches sur le big data, il y a l'avantage des plateformes comme Hadoop, c'est qu'il y a plein de données qui sont libres sur Internet. Et voilà, vous pouvez aller communiquer. Ceux qui m'ont invité sur LinkedIn, j'ai déjà accepté. On pourra continuer la discussion quand vous voulez, comme vous voulez. Merci. Exactement, exactement. Bah écoutez, merci encore à tous et à toutes. Moi, j'ai envoyé plein d'invitations à tout le monde, ceux que je n'avais pas déjà connectés, et au plaisir de pouvoir travailler ensemble surtout. Merci, excellente journée Merci. à vous, excellent samedi, portez-vous bien et rendez-vous samedi prochain pour la prochaine session. Merci Merci encore beaucoup. et bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.